Salut, c'est Greg. Aujourd'hui je vous partage un événement autour du voyage à moto. C'est Yann Dupré qui organise ça avec son école de pilotage Trail Attitude. À l'occasion des 5 ans de son école, il organise un petit événement. Alors on va faire plein d'ateliers différents, je vais essayer de vous partager ça. On va faire de l'initiation TT évidemment, mais tout ce qui est préparation au voyage. Il va y avoir de la cartographie, il va y avoir de la mécanique, il va y avoir les équipements. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde qui a répondu présent. On a des grands voyageurs, rien qu'à en voir les stickers sur les bagages, franchement ça en dit long. On va avoir le droit aussi à des conférences exceptionnelles. On a Anne-France d'Hauteville qui est là, on a Mélusine Malander qui est là. Bon, il est un peu malade le petit là, alors je vais prendre le relais sur l'intro. Il va y avoir d'autres grands voyageurs qui vont être là sur ces 3 jours. Et du coup ça veut dire qu'on va pouvoir bénéficier de leur expérience et de leur retour. Allez, je vous partage ce week-end. Samedi matin, après avoir bénéficié d'un magnifique lever de soleil, Yann va nous faire le briefing du déroulement de ces 3 jours dont le thème est l'esprit voyage. Et ensuite il va falloir aller jouer un petit peu des coudes pour s'inscrire sur tous les ateliers pour les 3 jours. Et vu que je voulais vous faire un retour en vidéo, j'avais un programme précis dans ma tête, alors je me suis inscrit là où il fallait et c'est parti. En attendant que tout le monde se prépare le matin, j'ai fait un tour dans la cour pour regarder les bécanes des voyageurs et surtout la magnifique Ténéré en side pendulaire que Yann a fait réaliser avec une école. Ça s'appelle le projet Taureau et l'objectif est de pouvoir ensuite faire balader des enfants handicapés à l'intérieur. Je démarre le premier atelier avec lui et le thème sera cartographie. Comment on peut se créer son itinéraire aujourd'hui? C'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant on avait une carte et puis quand tu avais la carte, je vous conseillerais toujours de partir avec les cartes comme un papier de l'endroit où vous allez. Il va donc nous montrer comment est-ce qu'il construit ses traces pour ses raids et même pour ses voyages très lointains. Ça commence avec la présentation de son matos. Yann utilise une Samsung Tab Active 3 et comme il l'a rappelé, ce n'est pas le meilleur matos mais le matos qui lui va. Ça veut dire que c'est celui sur lequel il a trouvé les meilleurs compromis et avec lequel il va arriver à travailler correctement. Ensuite on passera sur les outils qu'il va utiliser. Ça commence par exemple avec Géoportail. Yann utilise les différents calques à disposition et notamment celui du cadastre et ça va lui permettre de pouvoir repérer déjà avant d'aller sur place par où est-ce qu'il va pouvoir faire ses traces. Il faudra pas plus de quelques minutes pour que tout le groupe comprenne que c'est un travail de dingue même en amont et que ça demande un temps incroyable. Il nous expliquera au passage les nomenclatures de toute la carte de Géoportail avec les 4 différents types de chemins et il manquera pas de nous rappeler un truc, ce sont des chemins partageables. Il faut donc adapter notre comportement et notre vitesse à l'endroit où on roule. Et en même temps, Yann utilise le site GPX Studio qui va lui permettre de faire sa trace exacte. Ensuite, sur la base d'un exemple, il nous montrera comment on va mettre ce GPX dans Osmand qui est le logiciel, l'application de guidage et on comprendra là aussi que ça mérite une vraie formation complète tellement Osmand est complexe et même parfois compliqué. Mais en tout cas, il est vraiment très complet. Mais retenez bien un truc, c'est que Yann peut vous expliquer tout ça correctement durant des stages qu'il organise. Je vous laisse aller faire un tour sur son site internet pour voir tout le programme. Juste après le repas du midi, je m'étais inscrit à l'atelier Initiation TT, ce qui veut donc dire que je vais enfin pouvoir aller jusqu'au Ténéré Center, c'est-à-dire le terrain d'entraînement de Yann, qui est un terrain officiel Yamaha, et on va pouvoir reprendre les bases du tout-terrain. Même si j'en ai déjà fait pendant une année avec ma T7, ça va me permettre de me familiariser avec la Harley avec laquelle je vais rouler là-bas. Et puis de toute façon, ça fait jamais de mal de reprendre les bases pour éviter les mauvaises habitudes et pour mettre un petit peu l'église au centre du village. Eddie nous donnera à chaque fois les instructions pour pouvoir faire les exercices et ensuite ce sera à nous de bosser. Quelques clics sur le bouton mode sur la Harley histoire de la passer en off-road et même en off-road extrême et c'est parti. On commence donc avec un slalom lent pour pouvoir avoir l'équilibre, la position, le regard et la gestion de ce qu'on appelle le groupe propulseur, c'est-à-dire embrayage, accélérateur et frein arrière. Sans oublier d'aller faire un petit tour dans la boue au fond du terrain. Et là, je vais vite me rendre compte qu'avec la Harley et sa route 19, elle est beaucoup plus difficile à manier dans ce genre d'endroit que ma T7 avec sa route 21. Mais bon, ça demande un petit peu plus d'effort, mais ça se fait quand même très bien. Et tant qu'à être ici, je vais même essayer le slalom dans la grosse boue. Un vrai régal pour moi qui n'ai jamais vu une trace de Diadou dans ma région. Et je peux vous dire que contre toute attente, la Harley était une vraie bonne alliée dans cette situation avec ses masses qui sont basses. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo exclusive sur mon test de la Harley Davidson Pan America. En attendant, j'irai lui donner un petit bain de boue, histoire de lui donner une bonne tête de baroudeuse. Elle est pas très propre, hein. Parmi les exercices qu'Eddie va nous donner, on aura par exemple celui où il va falloir s'arrêter un pied sur un rondin en étant debout, en sachant repartir et un peu plus loin savoir se poser d'un rondin à l'autre avant de repartir aussi. Ensuite ce sera retour au gîte en vitesse pour ne pas manquer la conférence d'Anne-France d'Hauteville. Si vous ne la connaissez pas, tous les livres qu'elle a écrits vous rendront ivres d'aventure et de voyage à moto, mais je vais quand même vous la présenter en quelques mots. Anne-France est née en 1944 et a été la première femme à faire le tour du monde complet à moto en solo. Elle a d'ailleurs raconté ça dans différents bouquins et ça se passait en 1973. En 1975, elle file en Australie pour faire le tour complet de l'île avec une BMW R75 et c'est d'ailleurs le trip qu'elle est en train de nous raconter actuellement. Et des voyages comme ça aux 4 coins du globe, Anne-France en a fait des tas, c'est vous dire si ce moment-là a été inspirant et enrichissant. Et toute bonne journée se doit de terminer par un bon banquet comme disait le Gaulois. Nous n'avons donc pas manqué à la règle et on en a profité pour souffler les bougies des 5 ans de l'école de pilotage de Yann Dupré. Dimanche matin après le petit-déj, comme tout le monde était enfin arrivé sur site, j'en ai profité pour faire un tour dans la cour et regarder un petit peu les bécanes de tous les voyageurs.
Moi, il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est que choisissent les grands voyageurs comme bécane majoritairement pour partir dans leur trip? On va regarder ça un petit peu. Et on va pas se mentir, il y avait une très forte majorité de GS, suivi des T7 et ensuite quelques Triumph ou KTM. Entre la GS et la T7, c'est amusant de voir la différence de philosophie des deux bécanes et pourtant elles servent à des personnes à faire exactement le même genre de trip. Allez, c'est parti, atelier mécanique. Et oui, avec tout ça, j'en oublie même d'aller à mon atelier du matin. Je m'étais inscrit à l'atelier mécanique. Vous le savez, durant un grand voyage, les pannes mécaniques font partie intégrante des galères et si on sait un peu se dépanner, ça peut permettre de redémarrer plutôt que de rester planté là et de tout foutre en l'air. On parlera donc des outils indispensables à avoir avec ça, de comment on va gérer la mécanique de base. On parlera aussi de la théorie, mais si ce qu'on appelle la vraie mécanique de brousse vous intéresse, sachez que Yann organise des stages exclusivement dédiés à ce thème. Vous trouverez sur son site Trilatitude toutes les infos et vous apprendrez comme ça comment est-ce qu'on va pouvoir réparer une crevaison, changer un pneu, changer les plaquettes, réparer des problèmes électriques, savoir se dépanner. Et ce, comme son nom l'indique, même au milieu de la brousse. Je pense que pour les gens qui se préparent à un très long voyage et qui au passage vont peut-être partir seuls, c'est une bonne idée d'aller faire ce genre de stage. J'avoue que j'ai un petit peu écourté cet atelier parce que je voulais absolument voir le forum de Nicodoc qui nous partageait son voyage. C'était un tour d'Europe avec sa T7 en solo sur 35 000 km pendant 5 mois avec 10 000 € de budget, comprenant à la fois les galères, les révisions, les changements de pneus et les pays nordiques. Il avait prévu pour l'occasion un très beau panneau nous montrant des différentes photos des différents endroits où il est allé et je trouve que c'est toujours sympa d'avoir les anecdotes et les retours de ces grands voyageurs. Après la pause repas, j'avais choisi d'aller faire l'atelier matos. Même si c'est quelque chose que je vous propose régulièrement sur ma chaîne, c'est toujours intéressant de pouvoir confronter les différentes habitudes de chacun et de pouvoir essayer de faire une complémentarité avec tout ça. Les voyageurs qui présentaient cet atelier ont d'ailleurs rappelé quelques-unes des règles qui s'imposent, à savoir adapter leur matos à la destination dans laquelle ils vont aller, mais aussi des trucs auxquels je n'avais pas pensé comme ne jamais charger la bécane plus loin que l'axe de la roue arrière pour éviter d'avoir un porte-à-faux assez impressionnant. Et ça c'est quelque chose qui va me servir en off-road, surtout quand je vais aller faire le TET Slovénie. On a évidemment parler aussi des outils et des quelques indispensables pour chacun. Et le plus important, eux ils n'ont pas eu. Ensuite, ce sera au tour de la conférence de Mélusine Malender qui elle aussi a voyagé en solo aux 4 coins du globe et qui a évidemment couché toutes ses aventures sur papier dans différents romans. Pour résumer un petit peu la philosophie de ses voyages, Mélusine avait envie de savoir qu'est-ce que c'était la liberté pour les femmes aux 4 coins du monde. Elle a donc pris sa bécane et elle est allée leur poser la question sur plus de 100 000 km un peu partout sur la Terre. Au passage, je vous recommande fortement d'aller visualiser le film de 52 minutes qui est super bien réalisé, qui retrace toute cette aventure. Tout comme son roman principal, il s'appelle Les Voies de la Liberté, vous trouverez ça facilement et franchement on a tous passé un moment incroyable, c'est plein d'histoires, plein d'anecdotes, c'était un vrai plaisir de découvrir ça. Lundi matin avant d'attaquer mon premier atelier, j'ai encore fait un petit tour autour de toutes les bécanes des voyageurs et j'ai constaté d'ailleurs que ceux qui sont allés très loin avaient tous des valises rigides, alors que c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de vous recommander. En fait je remarque une différence sur les bécanes entre les gens qui font du off-road, pas trop loin, pour faire du bivouac, un peu de l'aventure comme ça, ou qui partent juste 3 semaines pour se faire ou 2 semaines un TET, et ceux qui à l'inverse partent pour 6 mois, 1 an ou plus faire des tours du monde, des traversées de l'Europe, des traversées de continents, Amérique latine ou autre. On n'a pas la même façon de charger. Il y en a qui vont essayer de se faire un peu plus plaisir, peut-être un peu plus sport, donc ils vont voyager peut-être plus léger, avec des choses beaucoup plus solides, beaucoup plus compactées. Et à l'inverse, ceux qui vont partir très loin, ben ils savent que qui veut voyager loin ménage sa monture, donc sa monture et puis le pilote. Donc ils vont pas aller, quand il y a même une belle portion, j'en ai parlé avec eux, ils vont pas aller faire du sport, rouler comme des dingues, prendre des risques, peut-être de tomber, de casser, et ils vont se charger un peu plus. Il y a des bécanes qui, on va dire, oui, elles sont très lourdes, mais ces gens-là vont rouler prudemment, doucement, ils vont pas emprunter des chemins comme le TET pour aller chercher un peu la difficulté. Eux, ce qu'ils vont faire quand ils vont faire du off-road, c'est parce que c'est la route là-bas. Genre en Mongolie, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas la Nationale 7. Et c'est rigolo de voir cette différence quand on regarde bien les bécanes. Et c'est comme ça qu'on voit aussi qu'il y a des bécanes qui vont voyager très loin et qui ont une tonne de stickers sur les valises, et justement s'ils les ont et que je les vois, c'est parce qu'ils ont des valises rigides, alors que moi je vous le dis souvent, je pars avec de la semi-rigide, il y en a qui partent avec de la souple, et ceux-là, quand ils vont être sur des pistes, ils vont rarement aller chercher la bataille, il peut y avoir des mauvaises pistes, hein, c'est clair, hein, des éboulements, des choses comme ça, mais ils vont être plusieurs généralement, et le risque est donc moins grand, donc ils le prennent. Et comme disait Yann à un moment donné, ça c'est un truc qu'il faut savoir, il n'y a pas de meilleur matos. Il y a toujours un compromis à faire. Et du coup, il y a un matos, on va accepter, on va faire des compromis, on va accepter ses défauts, on va accepter, on va préférer ses avantages, et puis ses défauts, on va les accepter. D'autres ne vont pas le faire, chacun voit midi à sa porte, c'est clair. Et donc ceux qui partent avec les valises rigides, il y a ce côté risque en cas de chute, mais c'est pareil en cas de chute, si tu chutes quand tu es debout, quand tu sais faire, quand tu fais comme il faut, tu vas peut-être pas te péter la cheville à chaque fois. Donc voilà, c'est les différences que je remarque sur les bécanes de tous les différents voyageurs. Il y a beaucoup de grosses GS qui reviennent, c'est pareil, c'est pas forcément moi celle que j'aurais pris pour faire ce que je fais en ce moment, mais ces gens-là se sont
sont posés la question sur du voyage très long terme, genre tour du monde. Et la plupart du temps, ceux qui partent en tour du monde prennent ça, mais on a aussi des gens qui prennent la T7, hein, évidemment. Ici, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est... Si j'enlève certaines autres marques, c'est moitié T7, moitié GS. Et c'est rigolo de voir ça, d'analyser pour de vrai, de les avoir là devant nous, puisque c'est quand même un forum de grands voyageurs, on va dire, ce que Yann nous a organisé. Je trouve ça très très intéressant. J'ai passé ma matinée au Forum de l'Or qui, avec son compagnon, sont partis assez longtemps pour sillonner un peu partout en Amérique latine. On est parti sans billet retour et on est rentré au bout de 14 mois au final. Laure avait préparé pour l'occasion une superbe présentation dans laquelle elle nous a partagé un petit peu tout sur l'organisation, les anecdotes, ses coups de cœur. On a passé un super moment et encore une fois, c'était hyper enrichissant. J'aurais également voulu vous filmer un dernier atelier que Yann avait organisé qui s'appelle Les gestes qui sauvent. Effectivement, il est pompier professionnel et c'est quelque chose qui fait partie intégrante des voyages en cas de pépin. Malheureusement, il y avait tellement de choses à faire que j'ai pas pu filmer ça, mais si je peux juste vous conseiller quelque chose avant de partir sur de si longs voyages, pensez à vous former. Lundi après-midi, Yann nous avait organisé une petite balade au profit de l'association pour le sourire de Colline, qui est une petite fille de 3 ans qui est atteinte d'une maladie génétique ultra rare puisqu'elle est le seul cas à être recensé dans le monde avec cette mutation sur ce gène. Et grâce aux bénéfices reversés et aux dons, le week-end a pu rapporter 1 500 € à l'association. Durant cette balade, il a pu nous donner une bonne idée des alentours histoire de mieux nous donner envie de revenir pour faire un stage complet. C'était une virée bien agréable et nous avons même eu le droit à la minute Wikipédia. Salut Greg, ça va? Ouais, ça va et toi? Écoute, là, tu vois, on est dans la nature, je vais te faire la minute Wikipédia. C'est parti. Ici, là-bas, dans le fond, tu vois la ville d'Autun, Wow! anciennement appelée Auguste du Nôme, parce que l'empereur Auguste est venu installer la ville d'Autun. Il a enlevé les Celtes de la montagne du Haut-Folin et les a emmenés là. C'était la minute Wikipédia. Merci Yann. Retourne balader, Greg. Allez, à la revoyure. De retour au gîte, il sera l'heure pour moi de dire au revoir à tout le monde et de reprendre la route pour rentrer. J'espère que ce passage vous aura plu et juste une petite précision pour tous les ronchonchons, j'ai payé de ma poche comme tout le monde ce stage et si je vous recommande Yann et son école Trail Attitude, c'est tout simplement parce que j'apprécie le personnage et ce qu'il propose. Alors si vous voulez vous initier au off-road, au voyage, au raid ou à la mécanique, je vous laisse aller faire un tour sur son site internet et découvrir tout le programme de l'année. Restez branchés, moi je file continuer le montage de tout mon road trip de 1000 km au guidon de la Panamérica histoire de la tester dans tous les sens. Pensez à vous abonner pour me donner du soutien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.